Bon, bah écoute, je pense qu'on va commencer. Je continuerai à accueillir au fil de l'eau pendant ma présentation. Ouais, Si tout le monde voit l'écran, on est bon pour repartir dessus. Donc, bah, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis qu'on a fait les salutations oralement. Donc, ce soir, ça va être sujet F Sharp. L'ordre du jour, comme d'habitude, dans tous les lives, présentation des auteurs, plus de la plateforme HTS Learning, le sujet de démonstration qui sera rapidement introduit, puis la partie qui nous intéresse tous et qui prend le plus de temps, la démo en tant que telle. Tout d'abord, commençons par présenter la guest star de la soirée, à savoir Florent Pellet. J'espère que je le prononce bien, parce qu'il y a deux L. Je sais pas. ouais, c'est bon. Parfait. Donc, développeur freelance .NET depuis plus de 10 ans, avec une expertise accentuée sur le DDD CQRS et event sourcing. Je peux d'ailleurs en attester, vu qu'il est venu me coacher personnellement quand j'étais encore salarié dans l'entreprise que j'ai quittée avant de devenir freelance moi-même. Co-organisateur des Crafters de Lyon et anciennement ordinateur du MUG de Lyon, cofondateur de Hack Your Job, qui est donc un OF et une association ayant pour but d'aider les développeurs à s'épanouir avec le freelancing, et aussi cofondateur et CTO de superindep.fr qui facilite l'administratif des micro-entreprises. Et je suis client de Superindep, et si vous êtes en auto-entreprise, je ne peux que vous recommander cette excellente plateforme. Très bon travail. Merci. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Christophe Mommer, indépendant depuis 2019. J'ai publié aujourd'hui 5 livres aux éditions ENI que vous pouvez voir sur la partie gauche. Le livre sur C Sharp est en cours de mise à jour pour passer à C Sharp 12 et .NET 8. J'ai plusieurs dizaines, voire même des centaines d'heures de formation en VOD aujourd'hui sur la plateforme avec une vingtaine de clients satisfaits, plus de 3000 développeurs formés. On a passé d'ailleurs aujourd'hui la barre des 10 000 des 6000 pardon, sur la chaîne YouTube. Donc assez intéressant comme de voir que l'audience s'élargit un petit peu dans la francophonie en .NET. MCT depuis 2019 et MVP depuis 2022. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaisseraient pas. D'ailleurs, j'en ai parlé juste avant, j'ai une plateforme e-learning, donc HTS Learning, que vous pouvez trouver sur le net ou sous le lien qui sera d'ailleurs sous la vidéo du replay de cette formation, où est-ce que je fais de la formation e-learning autour de toutes les technos.NET, sauf F Sharp. Je ne connais pas encore assez. Peut-être qu'après, je m'y intéresserai et qu'on aura un cours officiel dessus. Ouvert aux particuliers, aux entreprises, avec aussi un blog que j'essaye d'achalander, même si pour le moment c'est un peu en pause, parce que j'ai des gros dossiers qui m'occupent pas mal, dans l'idée de mettre en avant tout ce qui est .NET et la francophonie, quoi, de trouver les meilleurs auteurs francophones avec de l'expertise autour de .NET. Le sujet qui nous intéresse ce soir va être F Sharp, donc langage fonctionnel de Microsoft, qui fait partie de la grande famille des langages Microsoft, qui sont composés de 3 officiels, F Sharp, C Sharp et Visual Basic. Donc, parmi les sujets qu'on va couvrir, enfin que surtout que Florent va couvrir, on va voir comment intégrer F Sharp dans un projet C Sharp, les fondamentaux d'F Sharp bien entendu, pour avoir le meilleur des deux mondes, et la petite phrase qu'il a lâchée, qui sert d'ailleurs de titre à ce live, pourquoi C Sharp a 10 ans de retard par rapport à F Sharp. Moi, je n'ai qu'une chose à dire, j'ai hâte de découvrir ça, je ne sais pas vous, donc je vais lui passer la main et je vais laisser nous présenter tout ça. Donc hop, j'arrête le partage et je te laisse prendre la main, Florent. Je vais chercher des bons écrans et ça va être bon. Donc bonjour à tous. Et on va essayer que ce talk soit le plus interactif possible. Donc si vous avez des questions, etc., posez-les tout de suite. Christophe va essayer de me les remonter si jamais je les saute, etc. Et puis, si vous savez déjà les trucs ou vous voulez que je compte plus en profondeur sur un truc, pareil, indiquez-le moi. Le but, c'est que vous ayez le meilleur retour d'investissement pour cette heure qui va arriver et que tout le monde apprécie cet échange. Et donc, voilà. Donc aujourd'hui, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est Sharp. Donc, je vais déjà commencer par expliquer un peu les basiques, parce que syntaxe est proche, mais pas, vous verrez, il peut y avoir un écart. Donc, on va voir un peu les basiques et on va surtout voir la philosophie du langage qui est assez orienté programmation fonctionnelle. Et c'est ça qui change beaucoup par rapport à C Sharp. Et après, ça va être difficile demain, demain, vous ne travaillerez pas, mais lundi, de revenir avec du C Sharp, quoi. Il va falloir coder, taper plein de caractères et tout ça, alors qu'en Sharp, il n'y a pas besoin. Mais bon, voilà. Alors, le premier truc, les variables. Donc, si je veux dire forcer le type, je peux mettre ça. Donc, c'est pas var, c'est let. Et je dis que A, c'est string, etc.
Mais j'ai pas besoin de spécifier parce que bon, il y a référence comment C Sharp. Voilà. Donc Hello, etc. Euh, Ensuite, on peut après, il y a une grande différence par rapport à C Sharp, c'est que par exemple si j'écris Hello, donc je vais lancer l'interactive. Donc ça c'est un truc. Alors maintenant vous l'avez en C Sharp, mais ça a été assez long à apparaître. En C Sharp, vu que la syntaxe est assez minimaliste, etc. Mais en fait, il y a toujours eu l'interactif et ça c'est assez génial. Je sais pas si vous avez déjà utilisé en C Sharp, mais ça permet de tester des petits bouts de code et d'avoir un feedback direct. Donc, par exemple, là, je l'envoie dans l'interactive, pof, bah, il me dit que A est égal à hello. Et donc là, par exemple, si je fais A, je sais taper A égale hello, bah là, il va me retourner un booléen. Et donc, tout simplement, c'est parce que en Sharp, euh, tout est immutable par défaut. Et donc, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de double égal ou triple égal, c'est quoi d'autre? Le simple égal, bah, c'est juste ça fait juste un test d'égalité. Donc là, il fait que si il me retourne si A, en H sharp, ce serait A égale hello. Donc là, j'ai une majuscule, donc voilà. Et là, si je pareil, c'est tout. Alors, on peut faire du mutable. Ça qui est pas mal en H sharp, c'est que le langage incite à faire de l'immutable, faire du fonctionnel, etc. Mais si on veut, on peut ne pas faire du mutable, etc., avec des faits de bord et tout ça. Parce que ça peut être utile pour des questions de performance dans certains cas, etc., ou pour des raisons de compatibilité avec C Sharp. Mais le langage va montrer que bah, ce n'est pas forcément le meilleur moyen de faire, et donc la syntaxe va être plus moche. Donc par exemple, si je veux faire une variable mutable, eh ben, il va falloir que j'écrive mutable, C, pardon. Et si je veux l'affecter, bah, du coup, je vais faire, donc là, si j'exécute ça, bah, là, C égale bad, et après, C est affecté. Si je réexécute, là, on voit bien, c'est égal à 2. C'est bon? Il n'y a personne pour l'instant? Euh, alors, ensuite, deuxième primitive indispensable, les fonctions. Peut-être c'est utile. Et donc, ça va être assez proche. La seule différence par rapport à une variable, c'est que ça va prendre un paramètre. Et donc, là, add 1, ça va faire, pardon, x égale 1. Donc là, j'ai une fonction qui s'appelle add 1, qui prend un paramètre et qui fait plus 1. Et là, on voit la signature. Bah, donc ça se crée, les signatures sont écrites un peu comme ça, c'est un peu pareil que un peu dans tous les langages fonctionnels. Et donc là, c'est un entier qui c'est une fonction qui prend un entier et qui retourne un entier. Et après, si je veux utiliser, bah, je fais ça et ça me donne 6. Donc, c'est une des forces du langage Sharp par rapport à beaucoup d'autres langages, c'est que le ratio oui et code est très faible. Donc il y a très peu de bruit introduit par le langage, etc. Ça fait que bah, il y a besoin d'écrire nettement moins de code et il y a nettement moins de bruit, donc c'est beaucoup plus facile de lire et d'avoir un truc condensé. Seul point négatif, pour être honnête, c'est bah, le parti pris, c'est que les tabulations, les espaces comptent. Que vu que j'ai pas d'incolade, avec un délimitateur, et donc euh, l'espace est important. Donc par exemple là, sur cette fonction, donc la dernière instruction, c'est ce qui est retourné. Et là, il sait que bah, ça fait partie de la fonction. Et si j'écris 2, 5, bof, 7. OK?
Perdu des personnes? Non, Oh c'est non, bon. c'est Pas de très questions? condensé. Bah, en tout cas, il n'y en a pas dans le chat, donc pour l'instant, ça va. Alors, soit tout le monde est ébahi, soit il n'y a Ouais, pas beaucoup de questions. je pense pas. Peut-être à la limite, comment tu fais pour faire une fonction sur plusieurs lignes du coup? Parce qu'une fonction qui fait un simple plus comme ça. Bah, un peu là, il faut juste respecter l'espace. Donc, par exemple, là, je fais y add 1 x, et après, je fais un add 1 de y, ça revient au même. Et si j'exécute, hop, c'est envoyé. Ok, ouais. Donc en fait, il faut que tu sois aligné avec le nom, début du nom de ta fonction sur C'est pas le forcément mieux vertical. nom de la fonction, c'est juste qu'il faut qu'il y ait au moins un espace. Du coup, c'est pas limite. Ah ouais, Alors, ok. par défaut, généralement, c'est quatre espaces, hein, une tabulation de quatre espaces, mais selon vos convenances. Ce qui est important, c'est que qu'il y ait un espace pour, pour indiquer justement que c'est une fonction. Et Ok. ça fait partie de la fonction. Alors Cédric a une Ouais, question. ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a des fichiers fsx et aussi fs, en l'occurrence programme.fs et Ouais. API.fs? En fait, FSX, c'est des fichiers qui sont juste des fichiers de script. Donc, ils n'ont pas vocation à être compilés avec le projet, etc. Ils peuvent vivre hors d'un projet. Donc, c'est vraiment, on écrit du code et on peut l'exécuter avec l'interactive ou l'exécuter en ligne de commande. Voilà. Le but, c'est pas vraiment de les compiler. Le but, c'est d'être exécuté direct. Donc, c'est compilé, mais compilé à voler et interprété comme un script standard. Ok. Donc, Ouais, c'est- normalement, en C Sharp, pour information, vous avez la même chose maintenant, sauf que ça fait, c'est CSX, mais voilà. Et là, du coup, c'est du C Sharp. Et c'est un peu comme avec la nouvelle API minimale en ASP.NET dans le programme.cs, où vous n'avez pas besoin de faire des classes, etc. ok. Alors on a une autre question. Du coup, par rapport à la notion de return, en fait, c'est vrai que j'avais un peu la même. Vu que tu n'as pas de mot-clé return par rapport à ce que tu retournes, c'est forcément le dernier résultat qui est renvoyé. Et quid, dans ce cas-là, pour compléter la question-là, quid des fonctions qui retournent rien, les void? Bah, en fait, void, c'est quelque chose. Par exemple, si je veux retourner void, si ça retournait void, en fait, c'est ce qu'on appelle un unit dans les langages fonctionnels. Et donc, ça correspond à un void. Ah, il y a des parenthèses, ou ça me rassure, j'avais peur qu'il n'y ait pas de Donc parenthèses dans ça, ce langage. c'est paramètre void. Donc, c'est si je le explicite. Mais après, par exemple, une fonction avec un effet de bord, euh, n, hello. Donc, ça retourne void aussi. Ça retourne rien. Donc, ça retourne un unit, en fait. Ok. C'est donc la dernière, comme posait la question, c'est la dernière instruction qui fait foi en termes de valeur de rythme de retour. C'est ça. Et du coup, là, d'ailleurs, j'ai rajouté une instruction, et voilà. Et là, j'ai une fonction qui retourne quelque chose, mais j'en fais rien. Bah, le compilateur va me dire, ah tiens, c'est bizarre, tu as appelé cette fonction, mais tu n'en fais rien du résultat. Est-ce que tu te plantes pas? Et donc, généralement, ça fait toujours un warning, en fait. Je sais pas si vous voyez le soulignement. Ouais, ce qui a plus ou moins en C# dépendant des cas, mais pas tout le temps. En C Sharp, disons, c'est assez courant de rien faire du résultat parce qu'en fait, on a beaucoup de fonctions, effets de bord, etc. Alors qu'en programmation fonctionnelle, on évite l'effet de bord. Alors, juste pour spécifier, ce que j'appelle une fonction à effet de bord, c'est une fonction que quand je vais appeler, bah, si j'appelle deux fois, ça ne va pas forcément faire retourner la même chose et ça va faire des trucs qui vont muter un système. Par exemple, le printfn, ça va écrire sur la console. Alors par contre, add 1, là, cette fonction est pure, il n'y a pas d'effet de bord, parce qu'à chaque fois que je vais l'appeler, ça va retourner, et tout dépend des paramètres d'entrée. Et voilà, il n'y a pas de magie derrière. C'est une fonction pure. C'est ça. C'est le principe CQS en fait, que tu décris là, si je comprends bien. Pas forcément, parce que CQS, séparation entre script query et commande. Ouais. Donc, tes queries, normalement, ils n'ont pas d'effet de bord. Euh, mais rien te, c'est pas forcément la définition même, quoi.
Normalement, une Mm. query, oui, effectivement, je suis d'accord que normalement, il ne devrait pas avoir d'effet de bord, mais c'est pas forcément interdit. Et si tu tapes dans une base de données, c'est un effet de bord. Ok. Eh ben, Donc dans heureusement, on peut le... faire des effets de bord, hein, parce que sinon, tu fais pas grand-chose dans une application. Oui, non, sinon t'es un peu bloqué. Ouais. Mais Mais le principe, c'est euh, un peu ce qu'on peut avoir dans DDD, c'est je vais avoir des trucs avec des effets de bord que je vais isoler en partie infra et le plus gros de mon application, je vais faire du fonctionnel, des fonctions pures. Avec l'esprit, c'est que je vais faire de toujours, l'idée du fonctionnel, c'est je vais toujours repousser les effets de bord et ce genre de prise de décision à plus tard. Donc, je vais essayer de faire des fonctions pures qui me retournent un résultat, interpréter par autre chose, etc., etc. On rentrera un petit peu plus dans les détails pour que ce soit plus concret. Mais le mhm. but, c'est d'avoir le maximum de trucs purs parce que c'est facile à tester, euh, c'est facile à scaler, c'est facile à comprendre, etc. Il n'y a pas de surprise, disons. Donc, des Ok. fois, pour des raisons d'interop ou si un effet de bord ne compte pas, on a le caractère joker, un underscore. Et en gros, c'est juste le résultat va être dans cette variable. Et en fait, je dis au compilateur que j'en ai rien à faire. C'est le discard en C Sharp, on a le même. Alors je sais pas qui a inspiré qui, peut-être sûrement F Sharp qui a inspiré C Sharp pour ça. Mais Je maintenant, pense, comme effectivement, beaucoup de choses, parce que justement, c'est pour ça que je disais C Sharp a 10 ans de retard, c'est que il y a beaucoup de choses que Sharp avait, qui sont introduites après petit à petit en C Sharp, mais bon, il y aura certainement pas tout, parce que ça n'a pas forcément la même philosophie. Euh, Parce qu'en fait, C Sharp, une des grandes forces de C Sharp, c'est que le langage est assez succinct. Ils essayent de ne pas avoir 10 000 façons pour faire la même chose, ce qui n'est pas forcément le cas en C Sharp. Et ils essayent d'introduire très rarement des nouveaux mots-clés. Et donc, on verra, mais le langage, ça fait que le langage est très stable et tout en étant très puissant. Par exemple, tout ce qui était async await, ils ont pu l'introduire dans le langage sans rajouter le mot-clé async await. Et on a exactement, en termes d'écriture, on a quasiment pareil que ce qu'on peut avoir en C Sharp. Et donc ça apporte une forte plus-value parce que ça veut dire que je prends un code en C Sharp 5 ans après ou 10 ans après, je retrouve mes petits parce que je connais la syntaxe. Et c'est juste après si je peux apporter des fonctionnalités avec des libres, quoi. Alors qu'en C Sharp, je pense que quelqu'un c'est un peu endormi dans la veille en C Sharp et a loupé, je sais pas, une seule version ou même deux versions, avec les matchs, etc. Il y a quand même pas mal de nouveaux clés qui sortent à chaque fois. Donc ça te demande une veille sur le langage et si on rentre dans la base de code, ça peut être plus difficile à lire, quoi. alors oui et non, parce que en fait, Ouais, ça a c'est quand même coupé. vachement régulé, dans le sens où ce qu'ils veulent pas. En fait, c'est un peu comme .NET Framework par rapport à .NET Core. .NET Core, ils vont super vite, ils itèrent, ils déprécient plein de trucs, alors que .NET Framework, ils peuvent pas, ils sont obligés de prendre le temps pour y aller. Et autant je te rejoins que quelqu'un qui saute des versions quand il va arriver sur, par exemple, quelqu'un qui avait fait du C Sharp 6 et qui arrive sur le 12, il va trouver plein de trucs différents, mais cependant, il pourra toujours coder à la façon C Sharp 6, ce sera toujours compatible. Ah, C'est tout à fait, hein. pas. Heureusement qu'il y a la rétrocompatibilité. Les langages qui font pas ça, finalement, ça part au clash et ça fait, on peut citer, je sais pas, Python 2 et Python 3. Bon, voilà, ça a survécu pendant 15 ans, tous les deux dans le champ, parce que voilà. Donc la rétrocompatibilité, c'est sûr que c'est indispensable. Mais bon, tu arrives dans une base de code qui a été écrite de façon moderne, alors que tu as, je sais pas, 10 ans d'expérience mais, dans ce langage, mais juste que tu as fait autre chose pendant les dernières années, il va Ouais, falloir quelques temps ça. d'adaptation pour apprendre tous ces mots-clés, etc. Ouais, il y aura Il une y aura nouvelle nettement moins syntaxe. besoin en C#. Ok. Et aussi, l'avantage, c'est que du coup, on peut apporter des nouvelles solutions au niveau du langage sans attendre de devoir faire une nouvelle version, quoi.
ça marche. Euh, ok, donc là, on a vu les fonctions. Alors, il y a les namespaces hein, qui existent aussi en, en Sharp, hein, comme en C Sharp. Mais ce qu'on va utiliser aussi beaucoup, c'est les modules. Et en fait, les modules, il faut voir ça comme un regroupement de fonctions. Par exemple, là, je fais un module A qui prend une fonction, même fonction, que je ne suis pas très inspiré. Voilà. Et donc après, si je suis dans le même module, bah, c'est déjà ouvert, donc je peux appeler direct. Si je suis en dehors du module, bah, comme un espèce, je peux aller chercher ma fonction et faire 6. Et je peux aussi ouvrir le module pour appeler directement. Ouais, Et donc, donc bien sûr, Open, c'est un peu l'équivalent du using en fait, pour avoir accès à tout ce qu'il y a dedans. ouais, c'est ça. Sauf c'est open. Ouais. Ok. Using, en fait, using, il le garde pour Alors, using, c'est pas vraiment utilisé, mais tu as le you. Du coup, ça évite que ce soit ambigu avec le use que tu peux avoir dans une fonction. Donc, là, du coup, vu que tu n'as pas forcément les accolades des fonctions et tu peux avoir tout, bah, ils évitent d'avoir l'incohérence comme ça, donc c'est plutôt open. Ok. Mais sinon, c'est même exactement le même principe. C'est juste qu'il y a une petite différence. Il y a les modules et les namespaces, où c'est pas tout à fait la même chose. Même quand je crois qu'il compile, il fait plutôt des. Alors, pas toujours des cas, mais il fait des classes dans des classes quand tu l'embriques. Mais voilà, peu importe comment. Après, si on retraduisait en C# ce que ouais, voilà. C'est un truc en tout cas courant que vous trouverez un peu partout. Sinon, en termes de primitives, bah, on a les tuples, on peut bien utile. Donc, un tuple, en fait, c'est juste une valeur, des valeurs séparées par une virgule. Donc ça, c'est un tuple avec la première valeur, c'est une string et un entier. Donc on voit là, on voit le signe multiplié et, et s'instancie la variable. Donc, les parenthèses sont facultatives, ça marche aussi comme ça. Euh, D'ailleurs, c'est un truc qui est mieux par rapport à C Sharp, ça, c'est que on n'a pas besoin de respécifier les types. En fait, C Sharp F Sharp va l'inférer automatiquement au type. Là, c'est parce que c'est utilisé avec un entier, donc il sait que c'est un entier, ça va être utilisé par un entier. Et surtout, là, c'est plus un avec un entier, donc il attend un entier, donc il sait que X c'est un entier, et donc j'ai pas besoin de respécifier l'entier. Du coup, tu as les comment C Sharp, tu peux mettre par exemple 5M pour dire que c'est un décimal, tu as ce genre de choses aussi? Ouais, tout à fait, t'as les mêmes primitives, effectivement. Donc, par exemple, si je fais X, Y, un truc où j'ai aucune contrainte, euh, j'utilise d'ailleurs. À force d'appeler des noms avec, bon, les fonctions, ça aide pas. Non, mais toi. Donc là, je préfère un X 5M, XM. Ouais, ok. Donc là, ça reste esthétiquement. Donc là, si j'essaye de faire 5, là, il va me gueuler parce que c'est identité. Donc en Sharp, euh, les implicites, généralement, ça part en warning. Le but, c'est quand même c'est être explicite. Et donc, les conversions qui peuvent être source d'erreurs, et ben, du coup, il faut explicitement dire, voilà, il ne va pas convertir tout seul entier décimal, c'est à nous de le dire. En tout cas, ça part en warning, quoi. Et si j'avais une fonction là à faire, je peux faire inline pour qu'il ne définisse pas le type. Donc là, on voit qu'il reste en générique. Et donc là, il prend un type A, il prend un type B, et il retourne un type C parce qu'il n'a aucune information pour prendre résoudre.
Et vu que c'est inline, bah, il va faire le boulot lui-même. Donc là, si c'est des décimales, bah, il saura que c'est des décimales, il va remplacer le code, il va le mettre ici, et c'est tout. Donc c'est la même logique inline en C Sharp, sauf que avec l'inférence, bah, ça rend le couche un petit peu plus puissant. C'est un peu comme les types génériques en fait, comme nous avec les T, T quelque chose, machin, c'est ça? Tout à fait, c'est exactement pareil, sauf que bah, j'ai pas besoin de dire si je devais faire en générique, j'aurais X, Y, ça. Si je devais faire tout typé, voilà, un truc comme ça. Hop. D'accord, et du coup, cette syntaxe-là, je présume, te permet de définir des contraintes éventuelles sur tes génériques. Ouais, Parce que là, tu vois, donc, le plus ne marche pas, donc tu peux c'est dire pas en fait grave. que tu dois avoir accès pareil à aux nouvelles interfaces du e-number statique Tout à fait, qui ouais. ont introduit. Tu peux rajouter des contraintes, d'héritage. Euh, alors, c'est avancé dans un truc, je peux pas te dire exactement ce qu'il faut implémenter, Je crois que c'est e-number de X, mais bon, après, je sais pas comment ça, vu que c'est mais notre c'est framework exactement derrière. pareil. Même on verra un petit peu plus tard, on peut faire des trucs un petit peu plus puissants. Notamment, on peut dire, donc, je peux faire les interfaces, etc. Et je peux aussi dire bah, que le type doit avoir telle méthode avec telle signature. Sans passer par une interface, C'est du ça. coup. Ok. Et donc, alors, c'est pas le truc que tu utilises tous les jours, hein, ça c'est clair, mais ça peut être utile quand tu fais des petites libs ou des petits cas d'usage, des builders ou des trucs comme ça. Ça peut être assez sympa parce que du coup, on n'a pas besoin de faire les interfaces, on fait les deux types et juste parce que il y a la méthode correspondante, bah, du coup, ça va marcher. Donc là, on aurait pu faire justement dire bah, il faut qu'il y ait l'opérateur plus et peu importe le type, s'il y a l'opérateur plus, ça marche. Donc voilà. Autre primitive qu'on utilise vachement, bah, c'est des collections. Ça fait une liste chaînée. Donc, c'est pas une hashlist. Et surtout, ce qui est assez cool, c'est que, bah, comme tout en Sharp, c'est que ça se compare. Donc là, bah, il me dit que c'est égal. C'est égal. Fausse. Donc ça, c'est assez plaisant. Et donc, c'est une liste chaînée. Et donc, on peut décomposer. On s'échappe, je ne sais pas si ça a été apporté ça. Des constructions, ouais. Ouais, si je crois que ça a été apporté. Et donc, du coup, par exemple, là, l'opérateur, donc, une liste chaînée, bah, du coup, j'ai le head, mon élément, et j'ai à la suite des éléments. Ça, c'est l'opérateur pour rajouter un élément dans une liste. Et donc là, ça me déconstruit ça. Donc, si j'exécute, euh, ça, c'est le warning, ça, c'est normal. Et donc, du coup, la queue, il y a 2 3 et la head, c'est 1. Et se chaîner, si vous avez fait un peu d'algorithmique dans les études ou autres, voilà. On s'échappe, on n'utilise pas trop les chaînés. Et voilà, en fonctionnel, c'est assez pas mal, c'est assez utilisé. Et notamment, c'est des structures qui sont assez sympas à utiliser pour tout ce qui est récursif. On va voir un petit peu plus en détail. Voilà. Après, il y a le ouais, pareil. Donc, juste, il y a un pipe en plus pour indiquer que ça. Et pareil, ça se compare. Ça, c'est cool. Et après, du coup, ça se manipule exactement pareil que ouais, on pourrait avoir chaque le premier élément. Pas de surprise. C'est juste pour séparer par contre les éléments, c'est un point virgule. Parce que sinon, le virgule, c'est pour un tuple. Donc, là, c'est point virgule, que ce soit bien distinct. Qui collection, bah, depuis le début, on fait comme ça, qui peut être assez pratique. Voilà. Il me semble que maintenant, on peut faire ça en C# aussi. Ça n'a pas le même résultat par contre.
Parce que là, tu as fait une liste de 1 à 5. En fait, quand tu utilises le double point comme ça en C Sharp, c'est plus pour du pattern matching. Ah oui, ils l'ont mis que pour les pattern machine, ils l'ont pas Pour mis l'instant, ouais. pour. Ouais. Là, c'est pour construire. Et d'ailleurs, la construction, elles sont assez souples parce que bah, je peux faire des trucs comme ça, je peux mettre des variables, 5 et je peux retourner x fois 2, x fois 3, après faire un y 6 et x. Si j'exécute ça, il va retourner le premier élément, le deuxième élément et le troisième élément. Et donc ça marche pour les collections, les vrais. Et je peux même faire aussi des séquences. C'est créé comme ça. Hop, une séquence. Pof. Bah, C'est quoi la spécificité d'une séquence? c'est comme un i énumérable qui est c'est évalué quand tu itères dessus. Alors qu'une liste, bah, c'est itéré comme Ouais, c'est à la construction. Voilà. Donc après, bon, bah, il y a les opérateurs, concaténer deux listes, bon, il y a le rang au bas, mais bon, après, je chipote, hein, je sais pas. Le langage, je pense que c'est pas l'intérêt de ce soir, de voir un peu les particularités. Donc, autre particularité, c'est ce que je disais, c'est récursif. Donc, par exemple, si je veux un truc qui somme toute une collection, donc là, je vais prendre value, bah, du coup, je vais pouvoir faire du pattern machine, donc ce que maintenant vous avez récemment en C Sharp. Et du coup, ça fait une éternité que c'est en C Sharp. Et donc, si la liste est vide, bah, du coup, je vais retourner 0. Et si j'ai un élément, then, je prends l'élément, je vais faire plus, et somme, over. Donc là, il me dit qu'il ne me connaît pas. C'est normal. Donc là, j'ai un mot-clé qui s'appelle rec, et pour indiquer que c'est récursif. Et donc, le gros truc de ça, c'est que, en fait, le compilateur va lui-même faire les instructions pour pas faire, avoir un call stack de malade, empiler les appels, mais il va transformer le code pour que, bah, même si j'ai 1 million d'éléments, bah, ça pose pas de problème. Alors que si vous faites ça en C Sharp, ça va compiler, mais vous exécutez avec 1 million d'éléments, même, vous avez intérêt d'avoir un paquet de mémoire, de RAM. Stack Overflow. C'est ça. Et donc, par Alors exemple, si je nous, fais. le Ouais, pattern vas-y. matching, enfin nous, façon de parler, le pattern matching qu'on a en C Sharp, par contre, n'est que pour l'instant pour la vérification de forme de collection qu'ils ont introduit en C Sharp 11. C'est pour vérifier est-ce qu'une liste est vide, est-ce qu'elle contient un élément, ou est-ce qu'elle match tel type de configuration et je veux extraire telle et telle value. Là, toi, c'est du pattern matching exécutif, pas juste pour comparer, en fait. Ouais, bah après, euh, quand même. Je suis pas sûr de voir la différence, dans le sens Bah où nous, en fait, on bah, va quand faire un on. if. Ouais, disons que tu compiles un peu ton. Là, en fait, tu donnes une instruction à ton. C'est comme si nous, on avait fait un if values et crochet crochet, on l'a maintenant pour dire c'est vide. Dans ce cas-là, je fais un return 0. Sinon, je return une fonction qui fait ça en faisant avec un if, en extrayant les valeurs. Disons que c'est plus condensé et Hmm. c'est plus action. Nous, c'est vraiment de la vérification sur cette nouvelle façon pour gérer les collections. Donc on peut le faire aussi de façon moche, hein. Donc là, je peux faire des if, donc 6, 0. Et sinon, euh, donc, il faut que je prenne value head, pour prendre, parce que là, du coup, j'ai pas, sans utiliser la déconstruction, value et head. Ça fait exactement Donc, la même donc, chose. head et tail, c'est des trucs qui sont de base C'est une dans les liste. collections. Voilà. Ok. C'est juste que, vu que j'ai fait égalité, il a tout de suite déduit que c'était une liste chaînée. Et donc, voilà.
Donc ça, je dis que pour la liste Chine, les gros avantages de la liste Chine. Si c'était vrai, j'aurais pas la méthode. Et donc là, j'ai intérêt d'avoir la déconstruction, c'est plus pratique. Voilà, sinon, bah, on peut le faire, mais bon, du coup, c'est moins safe. Après, il faut faire skip, bon, c'est la misère, quoi. Ok. Donc, on peut faire comme ça. Euh, D'ailleurs, ça me permet d'introduire, c'est que, par exemple, si je faisais pas le else, le compilateur, il ne serait pas content, là. Il me met justement que j'ai un if, mais il manque un else, tout simplement parce que, en fait, tous les chemins doivent retourner quelque chose. Ah ouais, Voilà. d'accord. On commence à avoir des puristes maintenant sur les réseaux qui veulent bannir le mot-clé else à tout prix. Bah, du coup, ils n'ont pas intérêt à venir avec Sharp, hein. Mais en fait, t'as pas besoin, tu n'as même pas de if. Oui, je vois ça. Il y a une question de Laurent, du coup, qui se pose la question, enfin, qui pose la question plus généralement, comment le compilateur fait pour éviter la Stack Overflow avec Rake de façon concrète, en fait? Comment il arrive à éviter ça, vu que c'est quand même un appel récursif? Il transforme ça en une espèce de collection algorithmique type une stack, en fait, pour le faire lui-même comme ça, ou... Bah, en fait, il fait comme si tu ferais à la main avec une boucle while. Et voilà. Donc, de toute façon, pour résoudre après ce truc, il faut faire une boucle. Donc, soit tu fais des goutous comme à l'époque, soit tu fais une boucle, voilà, une for pour traiter ça, quoi. For each, Ouais, donc en fait, ton rec, il fait pas comme nous qui fait un return de la fonction elle-même qui donc va empiler les appels dans la stack. ouais. Il te fait bien une transformation en algorithme Ouais, optimisé. Et ce, ça, peu importe le nombre de valeurs? ouais, peu importe. En fait, c'est le fait d'avoir écrit rec que le compilateur va faire le boulot. Ok. Et tu peux pas oublier de mettre le rec, parce que justement, le compilateur va te dire, là, il va dire que la fonction est pas disponible, en fait. Ok. Alors, ça doit répondre à la question de Laurent, je présume. Merci. Hop, et du coup, ça marche. Encore heureux. Euh, voilà. Donc ça, on a vu la récursivité, ce qui est pas mal. Voilà. Donc après, il y a type map, set, voilà, un peu tout ce qui de base algorithmique qui est utilisé qui, par défaut dans le framework et du coup qui gère le côté immuable et ce qu'on part de valeur. C'est pour ça que euh, même avant de faire beaucoup de Sharp, bah, quand je faisais du C Sharp, bah, je réutilisais des collections de C Sharp dans C Sharp. Donc, je faisais un warper pour que ce soit facile à utiliser, mais pour justement avoir tous ces côtés facilité, comparaison, etc. Ouais, maintenant, on a les records qui nous aident un petit peu. Bah, alors, c'est pas des collections, mais pour les types. Mais peut-être qu'ils vont Ouais. pas tarder à introduire ça aussi. Pour les collections, je sais pas. Bah, après, tu as des types mais qui sont fournis par les libs. Et, alors, la collection immuable, ça doit pouvoir se comparer, hein. Donc, tu as des collections qui sont fournies par Microsoft, mais c'est pas la collection par défaut Bah après, du oui, puis tu as la framework. méthode sequence equals aussi qui te permet de le faire. Donc, mais je Ouais. sais pas. Par rapport à la performance, je me pose des questions sur le. Ça va peut-être que là, vu que c'est natif dans le langage, peut-être qu'il y a des accès plus directs au contenu de la collection pour comparer. Je peux pas te dire. Généralement, de toute façon, ouais, si t'as un truc avec beaucoup d'éléments, de toute façon, c'est pas forcément là où tu as la plus grosse plus-value de comparer, hein, mais, Ouais, ouais. ouais. En tout cas, peu importe si performant ou pas, vu que c'est une brique du langage, bah, tu bénéficies de toutes les améliorations qu'il pourra avoir dans le futur, parce que dit explicitement que c'est immuable et que ça doit se comparer. Et donc, du coup, bah, le langage et le compilateur peuvent faire une optimisation pour le faire, alors qu'en C Sharp, vu que ça peut être muable, bah, il y a beaucoup d'optimisations qu'ils ne peuvent pas faire, en fait. Oui, oui, bah ouais, c'est pareil, oui, avec la notion de seal sur les classes. Bah, d'ailleurs, en parlant d'immuable, donc ça veut dire qu'en fait, ta collection, par exemple, c'est la ligne 62 là, 1, 10, 100 et 1000, elle est finie, elle est immuable. Si tu veux ajouter un 10 000, par exemple, tu fais quoi?
Tu aurais déclaré par exemple une variable qui contient cette liste-là et tu veux rajouter Ouais. 10 000 à la fin. Bah, après, par exemple, j'ai une variable avec A. Si je veux mettre B, je vais mettre A. Donc, si je veux rajouter à la fin, vu que c'est une liste chaînée, une autre liste. Donc, par exemple, premier. D'accord, tu fais une concaténation. Donc, A, premier, et B. Donc, si je réexécute A dans l'interactive, ça peut bouger. Ouais, ouais, c'est d'accord. Mais du coup, ton B, c'est une concaténation. Il ajoute. C'est l'équivalent du Donc, mot-clé with qu'on a en C# pour les records. ouais, bah, on va y arriver. Ouais. Maintenant qu'on a vu un peu les primitives, etc., donc il y a les fautes, etc., il y a tout, hein. Ça, c'est exactement pareil. Euh, heureusement. Maintenant, ce qu'on peut voir, bah, c'est si je veux manipuler pas que des primitives, mais des types un petit peu plus niveau, bah, je peux, justement, j'ai les records depuis le début. Donc, euh, j'ai mis quoi comme exemple? Donc, par exemple, person contact, donc avec un name et un phone. Voilà. Donc là, je définis une structure de données qui va avoir un nom et un phone du type string. Et si je veux construire, j'ai juste à faire name égale A et phone égale 06. Si je n'envoie pas le type, ouais, je ne fais pas machine non plus. Voilà, donc ça c'est structure de base. Donc pareil, vu qu'on est en programmation fonctionnelle, bah, c'est plutôt des fonctions qui travaillent sur des données, alors qu'en objet, c'est plutôt on encapsule des comportements dans la classe. Donc ça, c'est un switch euh, de pensée et de travail. Là, on va plutôt travailler sur des données et pas rajouter des fonctions, des privates, etc. dans les trucs. Donc on va plutôt manipuler des structures de données. Et comme c'est immuable, etc., c'est grâce à côté immuable, etc., que ça reste simple à utiliser et, gérable. Et comment il a déduit qu'à ta ligne 68, c'était une personne contact? Parce que si tu as un autre objet qui est déduit et qui a les deux mêmes, qui aura les deux mêmes propriétés, ce qui n'est pas du même type, Ouais, bah, là, il est fait parce que bah, il voit c'est le que seul qu'il a dans son scope, c'est ça? voilà. Si j'avais un autre, donc 22 et Pax, ça marcherait aussi parce que il choisirait le dernier qui a fait. Si je voulais prendre et si je mettais Pax, bah là, il y aurait quelqu'un, donc il ne poserait pas de problème. Et Et par si t'es contre, deux, j'ai deux ouais. phones et là, parce que je vois venir. Mince. Donc là, phone, donc si j'exécute, alors je vais envoyer deux types parce que sinon on ne va pas connaître. Donc là, il me dit que c'est bien personne contact. Et là, port name. Donc après, il y a des cas où ça peut être, là, si je fais ça, bah, il va déduire, etc. Si j'ai vraiment deux types pareils, etc., bah, là, donc, tac, tac. Donc là, il va prendre le dernier type. Et si je veux forcer ce type-là, bah, je peux dire. Je vais mettre des parenthèses quand même. Et là, il va dire que c'est personne 2. Aussi l'écrire donc du côté, on peut faire parenthèse, on peut faire comme ça aussi, pour forcer le type. D'accord. Et quand tu as déclaré quelque chose comme ça sur une seule ligne, ça fait quoi? Parce que tu utilisais jusqu'à présent let pour déclarer une variable, mais ça fait quoi en fait? Ça fait une variable qui n'est pas utilisée? Ah là, bah, c'est le type de retour. Donc là, je suis en script. Donc Ah oui. et ça pose pas de problème.
Mais sinon, bah, si c'était dans le cœur de une fonction, hein, ou même dans un module, il serait pas, il me dirait que c'est pas normal. Elle me dit, bah, tu fais rien de ces fonctions. Ok. Donc j'avais mis, d'ailleurs, j'avais dit qu'il y avait ça, hein, mais il y a aussi un autre mot-clé qui est ignore, pour dire explicitement que j'ignore le résultat. Et c'est quoi? Il y a une différence particulière ou c'est juste une histoire de syntaxe? Moi, c'est deux façons de faire. Après, en fait, ça dépend qu'est-ce que tu fais, parce que là, on va arriver. En fait, euh, en Sharp, ce qu'on utilise, c'est beaucoup de pipes, comme ce qu'on peut avoir sur Unix. Donc, par exemple, si ma fonction add1, je l'avais toujours, si je peux faire en Sharp, je fais add1 5, et après, je fais add1 de ça, passer le paramètre, etc. Là, je fais 8, on est d'accord? Ça, c'est ce qu'on pourrait avoir en C# quand j'appelle des fonctions. En Sharp, on va utiliser plutôt le pipe. Et donc, le pipe, c'est juste, c'est écrit comme ça. Et donc, en fait, ça prend ce paramètre et ça va le mettre en paramètre, en dernier paramètre de la fonction. Et donc, ça permet de chaîner des fonctions. Donc, par exemple, là, exactement pareil, 8. Alors, une fonction avec un petit peu plus compliqué, avec deux paramètres, y, is, add. Et donc, il faut, si je mets ça, donc, si j'exécute, donc la signature, ça prend un entier, un autre entier, et ça retourne un entier. Et si j'exécute avec ça, bah, ça me retourne une fonction qui, qui prend déjà, qui prend encore un entier, c'est-à-dire qu'il y a deux paramètres. Donc si je mets un autre paramètre, là, ça marche pas. Donc A est le X, et le 6 sera le Y. Et donc quand on est comme ça, bah, c'est plus logique de faire une ignorance. Ok, c'est bon, je n'ai pas perdu tout le monde. Bah, j'ai pas de réaction dans le chat, donc Bon, ça, j'ai perdu tout le monde. Ouais, c'est bon. D'ailleurs, ça me permet d'introduire, c'est que en Sharp, toutes les fonctions font du currying par défaut. Donc le currying, c'est-à-dire que en fait, là, en C Sharp, quand j'ai deux fonctions, bah, je suis obligé de passer ces deux fonctions, ou autrement, il faut que je fasse une autre lambda qui apprend une fonction. Donc par exemple, c'est ça. Donc, alors qu'en C Sharp, bah, voilà, j'ai ça, le currying, off, ça marche. Ouais, je peux utiliser le premier paramètre, ça me retourner automatiquement une autre fonction qui va prendre la suite des paramètres. Donc, d'accord. si je fais A5, ça fait juste une fonction qui a rempli le 5 paramètres, mais c'est une autre fonction qui prend un autre entier, parce qu'il attend le Y. Et après, quand je l'exécute, cette fonction, eh ben, j'ai la 6. Donc, je pourrais faire la même chose en H, en JS, etc. Mais il faudrait à chaque fois que bah, je définisse une fonction qui prend X, et là-dedans, que je fasse une autre fonction qui prend Y, faire, faire la même chose en C Sharp. Ok. Donc, c'est une fonction qui retourne ça. Ouais, en H Sharp, bah, il fait ça automatiquement et c'est très pratique parce que justement, ça facilite déjà pour pouvoir packer, enchaîner les fonctions. Et ça permet aussi, bah, je sais pas, par exemple, j'ai des dépendances, bah, je peux mettre premier paramètre et faire véhiculer la fonction, passer à une autre fonction, ça, et il va juste compléter les paramètres en plus. Donc ça fait ce qu'on appelle
des partielles applications, c'est-à-dire qu'elle est euh, partiellement complétée, mais il manque encore les derniers paramètres pour l'exécuter. Donc je peux tout préparer, et après il me faudra rajouter juste le paramètre d'entrée pour tout ça soit exécuté. Donc ça, vous l'avez pas en C# et vous n'êtes pas prêt à l'avoir. Ça taille, ça y est. Ah, il faut bien un peu, hein. De toute façon, tous les langages sont pourris, hein. Il faut choisir son combat. Euh, voilà, et donc là, vous l'avez depuis, vous l'avez maintenant pour les records. Donc par exemple, si je fais personne 1 et hop, moi je peux faire personne 2 et prendre toutes les valeurs du personne 1 et écraser une valeur de 0,7 par exemple. Exécute. Oh, personne 2, c'est égal exactement à une valeur. Donc la syntaxe n'est pas tout à fait pareille, mais en C# ils sont très inspirés quand même. Donc j'ai pu voir quand tu as mis ta souris sur le whisk, en fait, quand tu décris un type comme ça compile dans une classe sealed. Oui, oui, là derrière, vu qu'il n'y a pas, t'as pas vocation d'avoir des héritages, tout ça, par défaut. Ouais, ouais, ça Non. d'accord, mais du coup, ça fait forcément des classes et t'as pas de struct, parce que je présume que du coup, si t'as des classes, t'as le GC et... Ouais, bah il faut juste le préciser. Si c'est une structure, en fait, tu précises que c'est une structure. D'accord. Et là, du coup, ce sera une structure classique. Ok. Alors, il y a Laurent qui pose la question. Bah oui, c'est vrai qu'on arrive déjà quasiment à la fin, en fait. J'ai l'impression Oh que... putain, ouais, je suis pas avancé beaucoup là. Il disait s'il faut retenir qu'un point de différence majeur entre F Sharp et C Sharp, d'après toi, ce serait lequel? Notamment une chose qui serait pas possible de faire du tout en C Sharp. C'est justement, en fait, euh, bah, déjà, tout ce qui est immutable, etc., c'est tellement plus simple en F#, etc., parce que par défaut, c'est ça. Donc, ça fait, en termes de charge cognitive, c'est nettement plus simple. L'égalité par défaut. Et puis, vous avez des trucs un peu magiques. Si on regarde, par exemple, tout ce qui est type provider, au lieu de s'emmerder à faire des DTO ou des générateurs, par exemple, là, je mets un exemple de code, un exemple du JSON que je veux parser. J'instancie un type provider que j'ai libre, donc un JSON, et pouf, j'ai les types par défaut. Et donc, par exemple, là, je parse le vrai résultat. Et ben après, j'ai mes types. Donc là, il m'a pris Toto, parce qu'il y a pas été Toto. J'ai le name, l'âge, et je peux directement parser. Donc Il faut un temps pour intellectuellement comprendre le truc, mais ouais, d'accord. c'est assez magique et c'est super pratique. Donc on ne se perd pas pour tout, mais il y a du coup, il y a pour l'HTML, il y a pour En, du En fait, SQL, il y a tu plein génères de un trucs. type à partir du JSON. Ce que nous, on ferait typiquement avec un clic droit, copier JSON en tant que classe pour avoir la description du type. Toi, tu génères un type à la volée, à l'exécution à C'est partir ça. de... En fait, c'est exécuté à la compilation en time. Par exemple, là, Toto 2, bah là, il me dit Toto n'existe plus. Pouf, Toto 2. Ouais, Donc, nous, on ça ferait ça à permet, base de source générateur et tout. Ah oui. en fait, les types sont générés à la volée. Mais après la compilation, c'est transparent. Autre truc magique, c'est les unités. Si vous devez manipuler des mètres, etc. Bah, par exemple, là, je peux dire un type qui est type de mesure. Et là, j'ai des. Tac. Je dis c'est une taille, un time. Si je multiplie les speeds des mètres par seconde, je multiplie par la time, les speeds. Et par contre, je ne peux pas me tromper d'unité. C'est que si j'additionne deux unités, elles ne sont pas compatibles. Donc, du coup, pouf, il me met une erreur compile. On ne s'en sert pas tous les jours, hein, mais ça peut être utile dans certains cas d'usage.
Voilà. Et donc, c'est un truc comme ça. Et après, il y a tout ce qui est concurrent. Parce que par défaut, Sharp, bah, vu c'est immuable, etc., bah, multithreadé, etc., c'est facile. Et vous avez même des primitives depuis dans le langage de base, dans la lib de base, on va dire, pour gérer ça, par exemple, pour gérer des queues, bah, vous avez une mailbox intégrée. Et donc ça, c'est lui qui va gérer avec ses concurrents. Tu pousses des messages et tu les piles à demande. Et notamment, là, on voit le A5 web. En fait, si vous vous rappelez, c'est un peu pareil que la syntaxe sec. Qu'en fait, dans le langage, on appelle compute expression. Donc, on peut définir. Et donc, la 5 ouais est intégrée comme ça. Et Et juste t'as juste des pour signes. le ouais, en fait, c'est l'opérateur bang. Et en fait, c'est la compute expression qui fait le boulot. Mais du coup, c'est pas un truc. Le A5 ouais n'est pas un truc particulier dans le langage. Elle utilise une fonctionnalité du langage pour pouvoir l'apporter. Donc ça, ça montre en fait la puissance du langage en fait, peut être facilement étendue en fait. Sans partir en live comme en Ruby, quoi. Ça taille dans tous les sens ce soir. Ouais, bah attends, critiquer les langages, c'est facile. Ah, plutôt pris JavaScript, mais bon, après, c'est ma victime préférée, moi. Ouais, Euh, partir en live, Ruby est pas mal parce que pas que le langage est mal foutu comme en JS, comme ça. Voilà. allez, hop là, balle perdue. Ruby, à la limite, le langage est bien. C'est juste que tu peux faire tout et n'importe quoi. Et donc, tu peux rajouter des méthodes à n'importe. Tu peux rajouter des méthodes à void si tu veux. Tu peux rajouter n'importe quoi, faire des implicites dans tous les sens. Et ça fait que bah, tu arrives sur un projet, bah, ça se trouve, le 1 plus 1, ça va pas être égal à 2, quoi. Donc, tu peux faire des trucs très chelous si tu fais des trucs chelous. Alors que là, bah, tu n'as pas ça, t'as quand même les garanties du langage par rapport à ça. Alors, tu as une question de Laurent qui pose la question, est-ce que le multithread est assez facile à faire en C# pour paralléliser, je présume, ou faire des trucs intensifs? Et quid de l'accès multiple à des collections, notamment, bah, vu que les collections sont immutables, je pense qu'elles sont thread safe par nature, probablement, mais Bah, c'est ça, en fait, vu qu'elles sont immuables, tu n'as pas de problème de concurrence. Donc après, si tu as des besoins de faire des trucs muables, etc., bah, tu utilises les collections C#. C'est justement l'avantage d'être sur un même stack, c'est que tu peux utiliser les concurrentes listes, etc., de .NET, si tu as besoin du côté mutable en concurrency. Mais l'usage classique, justement, si tu n'as pas besoin, bah, plutôt tu vas être chargé que des trucs immuables. Et donc après, c'est pareil, tu peux threader comme ce que tu peux faire en C#. donc tu ferais pareil, tu ferais un let thread et deux points thread, thread.start et tout, comme tu le ferais pour démarrer un nouveau thread ou task.run? Ouais, ouais, pour faire une task, ouais, tu peux faire un task to run, hein. Classique, hein. Là, tu utilises exactement pareil. Ok, ouais, c'est l'avantage sur le même framework. Et du coup, bah, Laurent pose une question qui faisait partie de la démo, mais qui du coup ouais, est arrivée quasiment. Mais bon, je pense que c'est pas mal pour clôturer la session. L'interaction d'assembly entre F# et C# se passe comment? Bah, elle est assez bonne. Justement, on peut l'utiliser assez facilement. Donc après, des fois, en fait, plus par rapport au côté où tu n'as pas le queuing automatique, vu que c'est du C# ou, ou des trucs un peu comme ça. Donc des fois, tu fais des warpers pour que ce soit plus joli dans ton code de C#, mais tu peux utiliser facilement le code. Donc par exemple, je crois que c'était plutôt l'inverse, je vais montrer. Mais bon, par exemple, le cas où vous allez retrouver dans une API. Donc là, on retrouve un peu la même chose, hein. Par exemple, là, j'ai sorti le test serveur ASP.NET classique qu'on peut avoir C#. Et ça va être un peu pareil, quoi. Donc, etc. Et il y a juste ces trucs un peu moches, parce que toutes les propriétés sont mutables. Donc, du coup, il faut utiliser l'opérateur mutable comme si c'était un. Parce que c'est un C#. Voilà. Dans le sens, ça marche assez bien aussi. Par exemple, là, j'ai défini
un petit domaine avec la méthode add, méthode apply, etc. Et le projet, bah, je peux appeler quasiment pareil. Le seul truc où c'est moche, où c'est un peu tricky, c'est quand vous devez passer une fonction à une autre fonction. Que du coup, là, les lambda C Sharp, les fonctions C Sharp sont pas compatibles. Donc du coup, il y a quand même le framework fournit quand même des fonctions pour faire le pont, mais voilà, ça fait ce genre bout de code où je suis obligé de convertir cette lambda de C Sharp en C Sharp grâce à ça. Donc ça, c'est juste la seule partie qui est un peu moche. Ok. Bah après, Laurent posait la question sur des structures complexes. Si tu veux, Laurent, tu peux te unmute pour poser la question en direct par rapport à ce que tu avais en tête, par rapport à ton type complexe, si ça n'a pas répondu à ta question. Si j'ai la personne avec deux propriétés, c'est ça, même, Non, en fait, il se posait plus la question pour passer une classe plutôt qu'un type primitif, je pense. Là, il a dit la classe répond à ma question, que c'était un peu l'idée, quoi. bah, si tu passes une valeur, bah, après c'est exactement pareil que ici, hein, tu peux passer. C'est une valeur, donc ça pose pas trop de problème. Et pour instancier, bah, du coup, là, bah, je vais avoir un constructeur classique, hein, le même. Et donc, personne, Ouais, c'est une classe classique, en fait. new, classique, je ravage, ou- Et c'est ouais, c'est vraiment Recorn, en fait. C'est-à-dire que tu as le constructeur principal qui est le seul constructeur disponible. ouais, c'est ça, c'est exactement pareil. Ouais. Et l'autre truc, ouais, que j'ai pas expliqué, c'est justement, là, comme vous voyez là, c'est que on a fichier, c'est les union type. Et union type, ça permet de définir un ensemble fermé, donc ce que vous pouvez pas faire en C Sharp, que vous pouvez faire en Java, la loose, quoi. Mais bon, c'est reste que les dernières versions quand même. Euh, et ça, c'est assez pas mal parce que usage classique, on peut dire c'est comme une enum, sauf qu'on peut faire des trucs un petit peu plus compliqués parce que je peux charrier des types et je peux dire que ça, c'est un person. Et puis, ouais. Ah ouais, il y a un truc, ouais, ouais, des focus. Et le gros avantage, c'est que on peut faire du pattern machine et le pattern machine va vérifier que je gère tous les cas. Donc, par exemple, là, je vais mettre une variable, je vais mettre case A ou match A. Par exemple, pour le cas B et C, je vais retourner l'âge. Donc, si je fais case B, bah, je peux extraire directement l'âge de personne et retourner âge. Donc déjà là, le compilateur, il me dit rien voir, ça, l'erreur. Là, c'est plutôt que je ne fais rien du résultat. Donc, je vais mettre dans une variable comme ça, il sera content. Là, le compilateur me dit que bah, voilà, je ne gère pas tous les cas. Le cas A, par exemple, n'est pas couvert. Donc, si je fais cas A, et je fais un truc moche, cas 22, là, pareil, il va me dire, ah, tu ne gères pas cassé. Et là, si je gère cassé, bah, là, le compilateur est content. Et ça, c'est super cool parce que du coup, si je rajoute un autre cas, bah, partout, le compilateur va me dire où j'ai oublié l'exemple de code. Sinon, je préfère utiliser des patterns éditeurs ou des trucs comme ça pour compléter. Bah, là, on n'a pas besoin. C'est de base avec le pattern machine. Et c'est assez puissant parce que, par exemple, si je fais âge est plus grand que 10, bah, là, il va me dire que je ne gère pas tous les cas. Alors, je suis Ça ressemble un peu à au Switch qui a vachement évolué dans les dernières versions de C Sharp. tout à fait. Bah, ils sont inspirés grandement de Mm. ça, hein, mais en fait, pour l'instant, ils ne pourront jamais être à la hauteur de C Sharp, de F Sharp. Notamment à cause de ça, c'est que tu peux pas définir.
un ensemble fermé. Et ça, c'est un truc qui manque vraiment. Et après, je dirais, le truc à retenir aussi, en écharpe, franchement, c'est le truc qui me fait un plaisir et qui me fait mal quand il faut faire du C-sharp, à tel point que même si je dois faire des classes, etc., je préfère faire en écharpe qu'en C-sharp, même si ça fait un peu mal. C'est que c'est tellement succinct comme syntaxe. Par exemple, je vais préparer mon point. Donc, par exemple, si je veux définir tout le domaine du jeu de cartes, bah, là, ça tient quasi dans l'écran, alors que c'est écrit en gros, bah, voilà, là, ça tient dans l'écran. Et donc là, j'ai défini que le jeu de cartes, bah, voilà, j'ai ces formes, ces différentes cartes. La carte non joker, donc une carte, c'est soit une carte joker, soit c'est joker. Défini la main, le deck, le shuttle, le player, etc. Et j'ai même défini toutes les actions. Donc, le deal, c'est une fonction qui prend un shuttle deck et qui va retourner une carte et un shuttle deck, donc, etc., etc. Et ça, c'est super plaisant. Que du coup, on peut vraiment prendre du temps à typer et à éliminer tous ces cas interdits. Alors, quand c'est Sharp, on va faire le minimum. Alors que si on veut vraiment éviter d'avoir des primitives, etc., et donc éviter d'avoir que des strings, et donc après sa fonction, potentiellement inverser des paramètres parce on n'a pas assez typé, ben là je peux typer vraiment en profondeur, et donc je ne vais jamais pouvoir me tromper de type et d'entrée et faire une mauvaise action. Et parce que justement, créer un type, bah, c'est une ligne. Donc ça c'est super cool. Ouais, c'est un peu comme une énum en fait pour nous, comme on aurait fait ça pour ce truc, mais ça va plus loin, quoi. C'est ça. Là, vu qu'il n'y a pas d'autres paramètres, bah, c'est exactement comme une ligne. Mais sauf c'est un ensemble fermé. Parce que en C Sharp, tu peux faire une énum qui n'est pas dans la liste. Tu peux mettre 42, même si elle n'est pas définie, il te l'interdit pas. Il y a Laurent qui posait la question, est-ce que tu as des ressources intéressantes pour apprendre F Sharp? Ouais, j'ai préparé ça. J'ai mis quelques liens. Je vous invite à regarder ce site, F Sharp for Fun of Profit. Euh, le gars, Scott Washington, franchement, il écrit super bien, c'est super bien expliqué. Il y a plein d'articles, etc. Ça se lit super bien. Et puis, il fait des parallèles avec d'autres langages, du C Sharp, etc. Donc, ça, c'est pas mal parce que du coup, vous allez découvrir F Sharp. Donc, il va surtout introduire le paradigme fonctionnel. Donc, même si vous ne faites pas du F Sharp, bah, vous pouvez utiliser du programmation fonctionnelle en C Sharp. Donc, peut-être faire un premier pas. Et vous avez notamment aussi son bouquin où il fait, qui est pas mal parce qu'il part d'un cas d'usage et le bouquin, en fait, code l'application petit à petit. C'est pas mal amené, c'est vraiment pas mal. Après, bah, du coup, il y a le site officiel, echar.org, où vous avez la communauté, donc vous avez des Discord et des Slack, etc., si vous voulez poser des questions, etc. Vous avez notamment Project, qui est une liste de projets phares qui s'échappent. Notamment, là, j'en ai mis trois. Il y a Fake, qui est un peu comme le mec qu'on peut avoir sous Linux. Ça, du coup, c'est en Sharp. Donc, moi, c'est la première chose que j'ai fait, en fait, utiliser Sharp et l'introduire en entreprise. C'est qu'au lieu de faire des scripts, alors même en PowerShell, qui est sacrée progression par rapport au bash, etc., bah, au niveau des types, pas, pas aussi bien qu'on pourrait avoir en Sharp, etc. Et là, ça permet d'avoir un truc, vu que la syntaxe est super light, bah, pour écrire des scripts, c'est super bien adapté. Et avec les types, on peut faire des scripts assez compliqués et que ce soit assez serein. Et avec l'interactive, ça permet d'avancer super rapidement, quoi. Donc Fake, c'est vraiment pas mal si vous avez des petits scripts à faire, un script de publication, des trucs comme ça.
Soit utiliser directement l'interactive, soit utiliser Fake qui fait un peu le boulot. Ok. Voilà. Et après, j'ai mis deux projets si vous voulez faire un peu Fable, c'est pour plus faire du JS, mais faire du C# sur navigateur. Donc en gros, ça va traduire le C# en JS pour après que ce soit exécuté. Mais au moins, on peut écrire tout le code dans le C#. Donc voilà, bon, la communauté, bah, c'est un projet qui est assez rodé. Je crois qu'ils sont à la version 4, que c'est assez mature. Mais la communauté n'est pas non plus très très grande. Voilà. C'est une petite prise de risque par rapport à ça. Et sinon, vous avez Fabulous.dev, par exemple, ça c'est pour faire des clients lourds. Et c'est notamment, si je dis pas conneries, c'est ce projet qui a pu populariser l'approche MVU sur le monde de .NET. En fait, ça vient de... Alors MVU, c'est une approche un peu fonctionnelle pour faire une interface, où en gros, vous avez une fonction init qui donne le modèle de données de la vue, une fonction update qui fait muter ce modèle en fonction des commandes, et un modèle vue qui traduit, suivant les données, qui génère la vue. Ça fait trois fonctions avec une boucle de réaction, ça fait quasiment un truc quasiment pur. Donc ça, c'était l'approche M, ELM, si vous connaissez. Et du coup, on peut faire ça en Fable. Mais Fabulous, il l'a introduit aussi dans tout ce qui est Xamarin, WPF, etc. Ok. Bah, c'est des bonnes ressources, ouais. Je pense que du coup, Laurent aura de quoi être servi par rapport à ça. Il y avait encore une autre question Ça a qui va coupé. poser. Ton écho Peut-être. qui baisse, en fait. Au bout d'un moment. Ah ouais, c'est parce que je suis pas en face, à mon avis. Est-ce qu'on peut faire des tests unitaires en F#, type Ouais, bah, projet de heureusement. test? Bah ouais, pareil. Utiliser Framework et XUnit, pareil. Donc ce sera pareil, il faudra mettre l'attribution à la fonction. Mais vous pouvez faire même des trucs beaucoup plus shadés. Enfin, moi, j'ai pas d'exemple, je sais pas si j'ai des exemples sous la main. Mais un des trucs où c'est nettement mieux qu'en C Sharp, mais grâce au type, c'est tout ce qui est oula, petit, property based testing. C'est-à-dire que on va définir qu'en entrée, je dois avoir tel type de valeur. Et c'est le framework qui va tester la fonction en faisant varier de façon random les paramètres d'entrée pour voir si ça vérifie bien la fonction. Et donc ça, c'est pratique parce que si on type bien, bah, il peut tester tout l'étendue, vu qu'on a éliminé tous les cas impératifs, etc. Bah, il peut faire n'importe quelle valeur, ça sera une valeur valide. Et donc, il peut facilement tester et on n'a pas besoin, comme on peut avoir en JS ou en C Sharp, où il faut faire des générateurs pour dire l'étendue des valeurs qu'il faut faire. Là, il va l'induire par défaut. Ok. Bah écoute, je pense que ça a couvert toutes les questions qu'il y avait dans le chat. Ouais. Bah c'était intéressant, vachement intéressant. On a un peu dépassé, mais ça valait le coup, je pense. Tout le monde était intéressé par. Ouais, j'ai noté, c'est un peu à voir par le temps. Ah bah Euh, c'est ouais. Donc bah ouais, comme dit Laurent, effectivement, merci pour la découverte du langage. Alors, spoiler alerte, ça va pas me faire quitter C# d'ici demain, parce que moi je code le week-end aussi. Mais voilà, c'était intéressant de découvrir. Et et voilà, surtout par que exemple, un exemple ouais. de test. Là, c'est pour petit best testing. Et donc là, c'est le framework qui, bah, ça se paramètre, mais par défaut, il va faire exécuter 100 fois le test, faisant un truc random. Là, j'ai juste dit d'ignorer le zéro. Et après, j'ai mon test. Et après, j'ai mon assertion. Donc après, il y a différents frameworks, etc. Je ne vais pas rentrer en détail. Là, c'est une syntaxe un peu particulière, mais vu qu'on a déjà débordé, je vais m'arrêter là. Ça marche. Et bah écoute,
Merci à toi, merci à tous d'avoir été là et d'avoir participé, d'avoir posé autant de questions. Ça a permis de rendre la session vachement interactive. Euh, et puis bon, bah, je pense qu'il y avait encore beaucoup de choses à couvrir, mais c'est déjà un premier pas. On verra si ça vaut le coup d'en faire sur un sujet plus avancé ou des éléments comme ça. De toute façon, voilà, on reste en contact et le but, c'est vraiment de mettre le pied à l'étrier et puis après voir s'il y a plus de choses à couvrir et s'il n'y a pas D'ailleurs, plus de si, questions. Ouais. pour avoir aussi comme ressource, si vous voulez regarder si le côté type vous intéresse, je commence à perdre ma voix, donc il est temps de l'arrêter de toute façon. Hmm. Euh, pour tout ce qui est type, vous pouvez regarder, taper sur YouTube euh, et, type DD, type DD, et vous mettez sur YouTube et mon nom, vous trouverez des vidéos, des conférences que j'ai faites sur ce sujet. Et Ouais, ok. notamment, ça part sur le tennis kata. Ouais, ce sera un beau complément, je pense. Et puis vu que beaucoup de gens vont voir cette vidéo, ils seront déjà sur YouTube, ils n'ont plus qu'à faire une recherche annexe. Je vais pour éviter de la recherche direct en référencement. Bon, parce que tu es en train de t'étouffer, on va arrêter là. Voilà, j'ai vu tout ça déjà avant. De toute façon, dans cette période, avec les virus, etc. Ça marche. Bah écoute, merci à toi, merci à tous. Et puis, vu qu'il n'y a pas plus de questions, bah, on se dit à la prochaine pour un prochain live sur autotechno.net. Ouais, bah, avec plaisir. Bonne Allez, soirée. sur ce, bonne soirée à tous.